retrouver son bureau, retrouver ses collègues, attaquer le travail comme si de rien n'était et surtout comme si rien ne s'était passé alors que 4,3 kg viennent de prendre vie à vos côtés depuis quelques semaines maintenant, entre tâches domestiques, charges mentales liées au travail, liées aux autres enfants éventuellement dans la famille, à entourer, à coucouner. Le retour au travail des femmes après un congé maternité est loin d'être une sinécure. J'en veux pour preuve cette dénonciation d'une femme, Thi Nguyen Pham, dans son livre La reprise, le tabou de la condition des femmes après le congé maternité, paru en mai dernier. Eh bien, tout simplement, la question que je vous propose de nous poser ce soir, comment reprendre le rythme du travail après un congé maternité, c'est la question du jour dans cette émission En quête de sens. Et j'ai la joie de recevoir mes 3 invités qui sont... Pour commencer, Catherine Barry. Bonjour Catherine. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Parlez bien dans votre micro si vous le pouvez. Vous êtes thérapeute, auteur, journaliste. Vous avez présenté sur France 2 pendant 10 ans Voix bouddhiste, une première émission hebdomadaire du service public consacrée au bouddhisme en Europe. C'est important pour ce qui est raconté dans votre livre. Voilà, on peut citer également donc vos 2 ouvrages chez Jouvence, Transformation et J'ose être qui je suis, mes 20 chemins de transformation aux éditions donc Jouvence. Nous sommes également en compagnie d'Anna Roy. Bonjour Anna. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes notre sage-femme du jour. On est très heureux. Vous exercez aujourd'hui en libéral après avoir longtemps travaillé à la maternité des Bleuets à Paris, qui fait rêver toutes les femmes. Plus ou moins, presque. Moi, elle m'a toujours fait rêver. Hein. Je vous avoue que j'ai songé vous appeler, mais voilà. Bon, ça s'est pas trop mal passé de mon côté. Vous êtes également, on vous voit, c'est drôle de voir votre visage parce que je l'ai vu pendant très longtemps sur pour la maison des maternelles sur France 5. Voilà. Vous avez également créé ce podcast Sage Meuf, produit par Europe 1. Est-ce que j'ai oublié quelque chose chez mesdames ? Non, c'est bon. C'est parfait. Parfait. Hugo Botman. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors, je devrais dire docteur, mais non. Vous êtes psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, chercheur en neurosciences, en philosophie à l'Institut du cerveau Sorbonne Université. Et alors, pourquoi vous êtes là ce matin ? Eh bien, ce soir, pardonnez-moi, vous êtes là tout simplement parce que vous êtes rentré avec votre scalpel et votre loupe dans le cerveau des mamans. Et oui, ça existe, c'est Hugo Botman. Le beau gosse qui est ici avec nous aux éditions du Rocher, avec, précisons aussi que vous l'avez coécrit avec le docteur Lucie Joly. Et il s'en passe, Hugo Botman, des choses déjà dans le cerveau. Alors le corps, on s'en doute, mais on le dit pas assez, je trouve, mesdames, n'est-ce pas ? Il s'en passe des choses entre déjà l'attente de l'enfant, l'accouchement et alors... le retour au boulot, il s'en est passé des choses en plusieurs semaines, n'est-ce pas ? Alors on sait que la grossesse, c'est un bouleversement assez terrible de plein de choses. Au niveau corporel, c'est évident, mais aussi au niveau cérébral. Et ces bouleversements, ils interviennent dès le début de la grossesse et ils se poursuivent parfois jusqu'à 6 mois dans le postpartum, dans une période qui est une période justement un peu phare pour la reprise du travail, pour cette période de retour à la vie professionnelle. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas du tout. Anna Roy, Catherine Barry, j'ai presque envie de commencer par vous, Anna, parce que c'est quand même un sujet que vous maîtrisez. Oui, c'est un sujet que je maîtrise bien et qui, pour moi, est l'objet d'un scandale, presque, je pourrais dire, en France, où les femmes sont contraintes de retourner bosser seulement 2 mois et demi après la naissance, ce qui, en fait, pour l'immense majorité des femmes, est extrêmement insuffisant. Si une petite partie d'entre elles est ravie de retrouver le chemin du travail, pour les autres, ça va être une souffrance inouïe. Et on comprend aisément pourquoi. Les femmes, les bébés et les hommes d'ailleurs ne dorment pas la nuit. Voilà. Le corps n'est pas remis de ses émotions. Il y a des bouleversements psychiques intenses. On prend ses marques. Enfin bref, 2 mois et demi, c'est beaucoup trop tôt. Et donc je vais dire aux femmes, et je vais les inquiéter, je crains qu'à 2 mois et demi, ça ne puisse pas se passer vraiment bien en réalité. Et merci de le dire. Moi, je suis désolée, mais si on m'avait dit ça, voyez, je me serais portée mieux, certainement. Oui, il vaut mieux dire la vérité, je crois. Il vaut mieux dire la vérité. On est d'accord, Anna, ou pas ? Catherine. Mais c'est pas grave. Donc, je suis d'accord et je vais mettre un peu plus... Il y a beaucoup d'émotions, hein, ce soir. Oui, on est tous concernés. Marie, alors oui. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat en disant que finalement, tout ça se prépare bien avant d'être enceinte. C'est-à-dire que si on ne se sent pas bien dans sa peau, qu'on n'a pas résolu quand même un certain nombre et transformé un certain nombre de peurs qui sont liées à notre histoire, de doutes. Ah, vous allez loin. Ah oui, moi je pense que ça se prépare avant pour que ça se passe au mieux. Après, ça s'accompagne évidemment pendant la grossesse, mais on n'en parle pas assez. On parle pas assez des troubles liés à une forme parfois de tristesse, de dépression de la femme enceinte, parce que
il y a quand même beaucoup de peur qui remonte. C'est normal, on n'est pas accompagné, on peut pas parler, on peut pas. Il n'y a pas assez de transmission intrafamiliale ou entre amis de ce que ça représente vraiment. Les baby showers, ça va pas compenser tout le reste. On n'est pas dans ce système-là. Donc je pense vraiment, et peut-être que ils sont d'accord, je sais pas, on va voir, mais que ça se prépare bien en amont de la grossesse. C'est-à-dire qu'il faut préparer en 2 mots pour commencer, histoire de nous donner un peu l'eau à la bouche, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il faut commencer par préparer ? Il faut commencer à regarder où ça coince en nous. Parce que avant de faire couple, déjà dès qu'on est en couple, on voit qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas toujours. Enfin, on voudrait que l'autre soit plus proche finalement de ce que l'on souhaite. Il y a toujours... On va pas parler de ça encore, mais en plus il y a ça à gérer. Il y a le couple à gérer. Il y a plein de choses. On n'est pas préparé. C'est pour ça qu'il y a autant de séparations d'ailleurs après la grossesse ou quand les enfants sont petits. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans ce système-là dont on ne parle pas parce qu'on est dans une société du déni, du non-dit, et que traditionnellement être enceinte ou avoir un bébé, c'est merveilleux, c'est quelque chose de normal. Alors, c'est peut-être merveilleux, mais pas que. Non. Et du coup, on n'est pas dans la relation ni avec soi-même ni avec son corps. Le corps, j'en avais parlé un peu, c'est quelque chose de très important. C'est un tsunami être enceinte. Ouais. On est bien d'accord. Et après, surtout qu'on l'a jamais vécu avant. Non, on l'a jamais vécu. Et même si nos amis ou les femmes de la famille ne peuvent pas nous transmettre exactement quelle est leur expérience, parce que chaque expérience est particulière et unique, il n'empêche qu'elles peuvent entendre ce que l'on dit et nous accompagner. Rien que déjà relancer la parole, remettre dans la parole, comme dans les sociétés africaines ou asiatiques où il y a c'est la société du palabre, c'est très important. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre au fond, peut-être un peu, Hugo Botman, ou pas. Vous avez perçu ça, je crois, chez vos collègues même, sans rentrer dans l'intimité de nos conversations l'année dernière, mais finalement, un peu. Catherine a évoqué un mot très important, c'est le mot dépression. Finalement, cette période-là, c'est une période de fragilité psychique très importante qui vient parfois être un peu en sourdine par rapport à l'apparent bonheur qu'on peut ressentir de la grossesse, de la maternité. Et finalement, la dépression, elle est présente chez beaucoup de femmes. On sait dans la dépression du postpartum, c'est à peu près 20% des femmes qui ont des symptômes de dépression du postpartum dans l'année qui suit. Et pendant la grossesse, on en parlait avec Anna tout à l'heure, beaucoup de femmes ont des symptômes de dépression aussi, dont elles ne parlent pas. Et qui finalement sont cette espèce de souffrance silencieuse, une souffrance sourde. Parce qu'on doit être en joie d'attendre, le heureux événement. C'est un peu ça finalement. Exactement. Question. Et cette dépression finalement maternelle, eh bien, parfois elle n'est pas réglée même pendant la grossesse, elle continue, et à un moment de la reprise du travail, elle est à son paroxysme, et il y a des femmes qui finalement ont les symptômes les plus importants à ce moment, qui est un moment un peu crucial où finalement elles vont reprendre le travail. Alors que les symptômes étaient là dès le début en fait. Ou alors quand il n'a peut-être pas du tout eu avant et que tout à coup ça se déclenche là où on se retrouve complètement mise à pieds joints dans l'affreuse, la cruelle réalité du monde du travail. Anna, j'imagine qu'il y en a quand même un certain nombre de femmes comme cela. Eh bien moi je trouve que les femmes ne vont plus bien à partir du moment où elles reprennent le travail. C'est-à-dire que, alors je sais pas si Hugo pourra nous le confirmer, mais pour moi il y a vraiment un pic de dépression, en tout cas un pic de symptômes dépressifs après la reprise du travail. Et j'ai envie de dire, comment est-ce possible autrement ? Puisque les femmes, comme je l'ai dit, ne dorment pas la nuit, ont des vies folles en fait. Moi je vois des femmes qui, alors pour peu qu'en plus ce soit une femme par exemple qui soit dans le care, donc toute la journée elle s'occupe de ses patients, elle rentre chez elle, elle s'occupe de ses enfants, elle dort pas la nuit, etc. Et ça s'enchaîne comme ça tous les jours. Et après, elle présente des symptômes dépressif. Sans blague. Voilà, non mais sans blague. Pourquoi on est comme ça aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est trop, je crois que c'est vraiment trop. Et puis en plus, il n'y a pas d'aide, de soutien familial. Parce qu'en fait, on refuse l'ambivalence. Autant l'ambivalence est acceptée pour tous les autres domaines de la vie. Quand vous commencez un nouveau travail, tout le monde va vous dire « J'adore mon nouveau boulot, mais putain, les congés, les transports, c'est chiant, tout ça, voilà. » Dans la maternité, vous n'avez pas le droit de dire « Non, mais c'est génial, mais en fait, c'est trop dur. » En fait, c'est tellement vrai. Il faut juste dire c'est génial. Or, l'ambivalence fait partie de toutes les expériences de la vie, y compris celle de la maternité. Et encore plus. Donc, il faut exprimer l'ambivalence. Et je crois qu'on est une génération un peu charnière. On va changer petit à petit, mais plus vous allez dire que pour vous c'est compliqué. Moi, c'était très compliqué parce que vous renvoyez une image de votre famille qui est un peu pourrie, disons-le, quand vous dites putain, j'arrête pas de m'engueuler avec mon mari, je suis crevé, j'arrive pas à être d'équerre au travail. C'est un peu nul. Le seul sympa dans l'histoire de Hugo, quoi. Donc c'est un peu dur rien. Non mais c'est un peu dur d'exprimer l'ambivalence aux autres. Mais je crois qu'il faut le faire.
C'est pas politiquement correct. Politiquement correct, c'est ça. C'est pas politiquement correct de dire je vais pas bien, je doute. En consultation, j'ai des jeunes femmes qui sont complètement désespérées parce qu'elles sont pas comprises par leur famille, même par leur conjoint. Elles peuvent pas en parler parce que l'autre ne comprend pas, alors que c'est considéré comme quelque chose un épisode finalement assez normal de la vie. Oui. L'homme ne comprend pas qu'on n'est pas dans les gens en général, qu'on n'est pas dans le même contexte qu'il y a quelques années. Ça a évolué et on n'a pas pris en compte cette évolution. Alors, je vais vous poser une question affreuse, mais finalement, est-ce que c'est une hérésie? Alors, je triche un peu parce que l'émission diffusée la semaine dernière autour de la question de la crèche, de la garde des enfants, etc., soulevait déjà cette problématique. Est-ce que c'est beaucoup trop tôt, finalement? Est-ce que tout va mal en France? Parce que c'est une folie, cette histoire de... On est d'accord, Hugo? Les chiffres le prouvent, la physiologie le prouve, finalement. Ouais. Disons-le, ce soir, on est libre. Les études scientifiques sont très claires sur ça. Plus le congé maternité est court, plus on a des épisodes de dépression. Donc ça, c'est assez clair. Moins de 12 semaines, déjà, on a des effets très très forts. Donc c'est une première étude en 2018 qui avait montré ça. Et puis il y a plein de méta-analyses, donc des espèces d'études qui analysent plein d'articles séparés, qui ont montré qu'en fait, plus le congé maternité est long, mieux le bébé va, mieux la mère va. Ouais. Le taux de mortalité infantile diminue aussi, ça c'est assez important. L'allaitement est favorisé. Et puis la dépression du postpartum chute drastiquement quand on allonge le congé maternité. Ça, c'est montré au niveau international. Il y a des pays où le congé maternité est beaucoup plus long. On a l'exemple de la Suède. Toujours Absolument. La Suède, le bon élève. On est très mauvais en France. 480 jours de congé maternité en Suède, qui peuvent être un peu dispatchés entre les parents. Assez important aussi d'un point de vue parité. On parle beaucoup des mères, on parlera un petit peu des pères tout à l'heure aussi. Oui. Ils ont un rôle aussi dans la santé mentale féminine, dans la santé mentale maternelle. Et ça doit pas être facile pour eux non plus. C'est très difficile. Les uns les autres. Exactement. On rappelle ce chiffre, 8% des pères qui font des dépressions paternelles aussi dans le postpartum. Comment il s'appelle, quoi. Et puis c'est un relais, le père. C'est un relais important. Quand il y a un couple qui est formé, quand la mère a la chance d'avoir quelqu'un qui puisse prendre le relais, il faut vraiment favoriser ça. Et les sages-femmes en général conseillent ça pour leurs patientes et aux couples. Faites un relais la nuit. Ça aussi, c'est compliqué, Anna, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai que pour l'avoir vécu, on est tellement fusionnel, je trouve, avec notre enfant que c'est difficile. Mais en même temps, je trouve ça de plus en plus facile. Ne serait-ce qu'en 10 ans, moi, j'ai vu une évolution chez les pères. Et c'est vraiment de plus en plus facile. Je trouve qu'ils comprennent de mieux en mieux les enjeux et qu'ils comprennent qu'en fait, même c'est dans leur intérêt de prendre le relais parce que leur femme va se sentir mieux, etc. Donc, je trouve que les pères, moi, je leur jetterai pas la pierre. Je pense qu'ils naviguent à vue et qu'ils naviguent assez bien à vue. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux, ça encore. Mais vous embrasse, les papas. Non, mais vraiment, je trouve que on tape dessus toute la journée à travers les papiers, ici et là. Reconnaissance, quand même. Oui, je trouve que c'est facile pour personne, de toute façon. Exactement. Et d'ailleurs, plus je trouve que plus ils s'investissent, d'ailleurs, plus ils sont sujets à des symptômes dépressifs. Alors, je sais pas si la science a montré ça, mais je trouve que c'est assez, les pères, plus ils sont investis, et plus ils ont des symptômes dépressifs. Alors, je sais pas si c'est vrai, ça, c'est mon expérience clinique qui me le prouve. Mais ça voudrait dire quoi? Que s'occuper d'un enfant, c'est éreintant, ça me pose question, ça. Il y a un lien déjà avec tout. La santé mentale dont on parle, elle est vraiment détériorée pendant cette période-là par le manque de sommeil. Anna l'évoquait tout à l'heure. Du papa et de la maman. Exactement. Donc là, le fait de briser la cyclicité naturelle de nos rythmes de sommeil, on aime bien avoir des cycles de sommeil bien réguliers. Notre cerveau, il aime la régularité. Tout ce qui est irrégulier, et les bébés le sont. Et c'est ce que j'allais dire. Eh bien sûr, le cerveau, il déteste ça. Donc ça donne une sorte de pression évolutive très importante pendant plusieurs mois, et notamment quand le bébé a difficulté à faire ses nuits, quand il y a des difficultés alimentaires, etc. Ça devient quelque chose, un parcours du combattant pour les parents. Chaque soir. Et bon, quand le père est aussi y est soumis, et c'est plus il s'occupe du bébé, plus il va être soumis à ce parcours du combattant, et bien sûr, ça a des effets. Mais c'est très important quand même qu'il y ait un relais et cette parentalité qui se fait à deux, d'ailleurs avec les coparents, on parle de père, mais ça peut être le coparent. Eh bien, c'est très important d'avoir vraiment un relais pour les nuits. Ouais, Catherine. En fait, il y a un stress, il y a un gros stress aussi bien chez les mamans, ou les futures mamans, que chez les papas. C'est pas le même stress. C'est pas le même stress, mais c'est un stress. Tout d'un coup, il y a de nouveaux repères à adopter pour soi, déjà vis-à-vis de soi-même. La femme, elle a changé, elle a un corps qui a changé, elle a des références qui changent, il y a des croyances qui sont tombées, il y a des choses qui se cassent la figure, en fait, quand on est enceinte. On peut plus faire l'amour après, pendant des mois. Voilà, j'ai reçu des messages d'auditrices qui sont complètement désemparées, qui me disent, mais il faut absolument faire quelque chose. C'est tellement dur. Toutes les transformations diverses et variées. Alors, il y a là, aujourd'hui, on parle du travail, mais il y a tout ce qui entoure, puisque nous avons 52 minutes. Par chance. C'est vrai que c'est des choses à évoquer et à dire et à... Et donc, ce stress-là n'étant pas pris en compte, on ne sait pas, et de toute façon, dans nos sociétés, on ne sait plus, on subit le stress. On accumule du stress à différents niveaux, mais on ne sait plus transformer les choses. C'est-à-dire trouver en soi les ressources
pour s'adapter à une situation donnée. On pourrait. Bien sûr qu'on peut, c'est ce que je propose. Entre autres, mais pas que moi. Enfin, c'est tout un travail d'accompagnement. Bien sûr qu'on peut, et c'est indispensable. Mais on peut en ne refusant rien de ce que l'on ressent, de ce que l'on est. On est tenté. C'est intéressant ce que vous dites, Catherine, parce qu'on est tenté de se dire, finalement, c'était mieux avant. Nos mamans, c'est vrai que souvent, nos mamans, surtout quand elles sont un peu âgées, ou nos grands-mères, nous disent, de notre temps, c'était quand même plus simple. On était beaucoup plus zen. On avait du temps avec nos enfants, etc., etc. Anna Roy, vous êtes qui est sage-femme d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez finalement? Est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a quand même, ou c'est quand même, ça reste quand même... Oui, bien sûr, mais je crois je crois que la préparation est hyper importante. C'est vrai qu'en France, particulièrement, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais les femmes, les couples se disent l'accouchement. Voilà, l'accouchement, ils sont tous sur l'accouchement. Ils préparent l'accouchement, la petite layette, etc. Mais ils se disent qu'après, ce sera facile. En fait, la fin de l'histoire, ce serait l'accouchement. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent le 2e jour après l'accouchement. Mais en fait, comment ça? C'est un scandale. Ça ne fait que commencer en réalité. En fait, on leur a pas dit que c'était le début de l'histoire, c'était l'après-accouchement. Et ça nous l'a tous fait, ça. Ça nous l'a tous fait. Oui, c'est pour ça que je pense que le postpartum, dont on parle maintenant aujourd'hui, il faut vraiment se préparer au postpartum. Et maintenant, il y a des livres, des podcasts, il y a plein de choses. On va se détendre avec Jean-Sébastien Bach, si vous le permettez, avec cette courante suite française extrait. On se retrouve juste après. On respire un beau coup. Et voilà pour Jean-Sébastien Bach, honneur à cette courante. Extrait de cette suite française. Voilà de retour avec nos invités. Nous voilà de retour, avec nos 3 invités autour de cette question cruciale. Comment tout simplement reprendre le rythme du travail et de tout le reste après un congé de maternité extrêmement court, 2 mois et demi, quand pour un premier enfant, évidemment, ça se rallonge un peu en fonction au fur et à mesure des naissances. Mais bon, c'est déjà quand même tellement court déjà avec un premier enfant. Catherine Marie est avec nous aujourd'hui. J'ose être qui je suis. Mes 20 chemins de transformation, c'est votre dernier ouvrage chez Jouvence. Vous qui êtes thérapeute, auteur, journaliste, passionné de bouddhisme en particulier, en tout cas de sagesse orientale. Nous avons peut-être bien besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, surtout pour cette question-là. Hugo Bottman est également avec nous, psychiatre à la Pitié-Salpêtrière à Paris, chercheur en neurosciences et en philosophie à l'Institut du cerveau Sorbonne Université, qui travaille énormément sur la dépression, autour de alors là aujourd'hui, on parle du postpartum, mais vous avez travaillé de façon magistrale sur ce sujet notamment de la dépression, mais tout ce qui est lié à tout ce qui se passe physiologiquement dans le corps de la femme et dans son cerveau quand elle attend un enfant et quand elle accouche de cet enfant, dans le cerveau des mamans, donc aux éditions du Rocher, paru l'an dernier, avec le docteur Lucie Joly. Et puis enfin Anna Roy, sage-femme, qui est avec nous et qui a travaillé longtemps à la maternité des Bluets à Paris. Peut-être qu'au Bluet, on parle plus de ces choses-là, je ne sais pas. Non, pas plus qu'ailleurs. Non, peut-être un peu plus, mais de plus en plus partout, je dirais. Ah, c'est vrai, quand même. Oui, de plus en plus partout. Il y a du mieux, alors. Il y a vraiment sur le postpartum, il y a vraiment une libération de la parole. Ouf, c'est les Hugo, débuts. vous avez bien travaillé. Non, vous n'êtes pas le seul, sans doute, mais... Et vraiment, c'est heureux. Oui, c'est heureux. On connaît votre visage puisque vous êtes chroniqueuse à la Maison des Maternelles sur France 5 et vous avez créé votre podcast, je le rappelle, Sage Meuf, produit par Europe 1. Voilà qui est reprécisé si vous nous rejoignez ce soir. Et oui, nous disions que effectivement il y a un peu de mieux quand même dans la façon d'alerter les femmes de leur... Alors on se demandait si chez les cathos, voilà, toujours un truc qui intrigue. Est-ce que c'est mieux qu'ailleurs? Alors vous disiez, c'est intéressant Anna Roy, parce que je pense que vous avez un peu raison quand même. On parle moins, mais il y a plus de relais. On parle moins, mais il y a plus de relais. On se soutient un peu naturellement, peut-être plus qu'ailleurs. Est-ce que vous observez un peu? Oui, il y a chez mes patientes, il y a des relais communautaires et des relais familiaux beaucoup plus importants. Ouais. Ça c'est vrai, et c'est chez les cathos, mais aussi dans d'autres religions, c'est exactement le même phénomène. Ah ouais. Les femmes sont beaucoup plus soutenues que dans une famille nucléaire ordinaire, dans un grand centre urbain, où effectivement elles sont relativement seules. Waouh. Donc ça, je trouve que oui, c'est assez vrai. En Asie aussi, c'est pareil. En Asie, c'est pareil. En Asie, ça se marche comment en Asie? Il y a quand même un soutien de la famille. Il y a une structure familiale qui n'est pas résumée à une petite cellule de 2 personnes. Donc, puis il y a une période un peu formelle aussi de quarantaine où les femmes sont, alors notamment en Chine, c'est vrai, ça. les femmes restent pendant au moins à peu près entre 40 jours à peu près à la maison. Elles n'ont pas le droit de boire froid, elles n'ont pas le droit de se lever, elles n'ont pas le droit de sortir dehors pour pas avoir d'air froid sur elles. Wow. Donc il y a vraiment une sorte de cocooning comme ça avec des bols chauds, des couvertures. Et assez peu finalement, elles sont aussi assez peu présentes pour le bébé. C'est-à-dire que la mère, en général, prend le relais et est là pour le bébé. Et ça, c'est une bonne chose, Anna, ou pas en soi?
Alors, je c'est une question aussi. Non, mais là, j'en sais rien. Je sais pas s'il faut que ce soit à ce point-là. En tout cas, il faut que les femmes aient un accompagnement, l'accompagnement qu'elles veulent, elles. Je crois qu'on est toutes différentes pour le coup et qu'il faut savoir coller au désir de chacune. Alors Catherine, ça nous intrigue. Faut s'adapter à ce monde. C'est vrai, vous avez sans doute raison. On a des super pouvoirs qu'on ignore, c'est un peu ça l'idée. Non, on a tous des ressources en fait. Des ressources ou des potentiels qu'on ne met pas assez, qu'on n'exploite pas assez parce qu'on les connaît pas. On apprend souvent à subir les choses dès l'enfance, à pas être considéré comme une personne à part entière. Et d'ailleurs, il faudrait aussi faire un écho au bébé qui vient de naître, qui est une personne à part entière en fait, et que l'on doit prendre en tant que personne et pas en tant que supplément dans une famille un peu informelle. C'est vraiment... et ça, c'est difficile aussi pour la reprise du travail et pour tout l'accompagnement des femmes après la naissance. Donc, en fait, il y a tout un processus de transformation que l'on saute souvent en Occident et que les gens qui sont résilients, par exemple, ont naturellement. C'est-à-dire, ils ont une capacité de se connecter en même temps, à partir d'eux-mêmes, à un contexte donné, même s'il y a un gros stress ou c'est pas toujours des gros traumas, mais quel que soit le stress finalement, de façon à trouver en eux les ressources qui vont leur permettre de manière singulière, parce que chaque cas est particulier, qui vont leur permettre de s'adapter à une situation. Ça veut pas dire qu'on est sur la vie est un grand fleuve tranquille, pas du tout. Ça veut dire qu'on va tanguer avec le mouvement de la vie, avec tout ce que présente la vie, et qu'on va s'adapter, regarder, faire l'expérience de façon neutre, factuelle, sans juger ce qui se passe, sans se maudire comme c'est souvent le cas, sans se raconter plein de blabla, d'histoires épouvantables sur nous, sur les autres qui nous maltraitent, etc. Et ça va changer complètement notre perspective et notre relation à nous-mêmes. Et à partir de là, on peut arriver à s'accueillir très tranquillement et accueillir le bébé et accueillir le couple. Qu'est-ce que vous conseillez, Anna Roy, donc aux femmes qui s'apprêtent donc à accoucher, à avoir un enfant? Est-ce qu'il faut déjà penser du coup au travail? Comment il faut se projeter un petit peu loin? Quels sont les conseils que vous donnez au fond aux mamans qui nous écoutent peut-être ce matin? Moi, je dirais de se préparer au postpartum de façon globale, parce que sur le rapport au travail, c'est très difficile de prévoir à l'avance comment on va revoir son rapport au travail. Parce qu'en fait, très nombreuses sont les femmes qui revoient leur rapport au travail. Des fois, elles travaillent plus, des fois, elles travaillent moins, des fois, elles décident de démissionner, elles trouvent que leur travail n'a pas de sens. Enfin, ça peut foutre en l'air le travail, enfin, foutre en l'air. En tout cas, modifier le rapport au travail. Et donc, se dire qu'on va là-dessus préparer ça, je suis pas sûre. Mais par contre, se préparer au postpartum, ça, oui. Il y a des bouquins, il y a des podcasts. J'en ai écrit 2, moi, sur le postpartum. Oui. Il y a celui d'Hugo. Enfin, bref, il y a plein de choses, plein de matériel pour se préparer au postpartum. Ça, oui. Parce que même si elles se disent, oh, mais c'est pour après, il y a des choses qui rentrent dans leur tête. Elles se disent, ah, ok, j'ai ces symptômes-là. C'est normal. Faut que je consulte. Oui. Oui, c'est ça. Oui, il faut que je consulte, quoi. Oui, et puis je tisse un maillage de gens, de personnes ressources. Vous savez, on a des témoins de mariage. Moi, je trouve que ce serait super d'avoir des témoins de naissance. C'est vrai. Vous sélectionnez dans votre entourage des personnes et en fait, ils vont être hyper fiers. Vous leur dites, bah voilà, moi, je vais avoir besoin de toi là pour les 3 premiers mois après la naissance, ou même peut-être plus, parce qu'en fait, je t'aime particulièrement. Donc, ils vont être hyper flattés. Ils seront hyper contents de vous apporter des petits plats, de vous garder le bébé, etc. Témoins de naissance, ça, moi, je vous assure, gardez ça en tête. Moi, j'ai sélectionné dans l'entourage. Mais oui, c'est excellent. Les gens sont hyper flattés. Les gens disent, ah non, ça va les saouler, etc. Au contraire. Témoins de naissance. Ils prennent le ton? Oui, c'est ça. Mais ils sont hyper fiers. Mais bien sûr, on est hyper fiers d'apporter de l'aide à une femme qui vient d'accoucher. C'est hyper gratifiant. Ouais. Donc vous avez apporté votre plat de lasagne. Cette personne, mais bien sûr. Enfin, c'est comme un témoin de mariage. Oui, c'est un peu pénible de faire l'organisation de chien et ceci et cela et de faire les carnets de chant et tout. Mais en fait, on est content de le faire. Voilà, c'est vrai. Hugo Botman, c'est un conseil qu'on peut donner. C'est une super idée. Je vais garder cette idée-là pour mes patientes. Je vais leur conseiller. Mais alors déjà sur le plan, on revient un peu sur le plan métaphysique. C'est vrai que les mères en général, pendant cette grossesse et puis dans le postpartum, il y a aussi une sorte de parenthèse un peu métaphysique. Donc le rapport au travail, comme disait Anna, est complètement modifié. On pouvait être très carriériste, on va avoir très envie de réussir sur des plans financiers, sur le plan de la reconnaissance professionnelle. Et puis d'un seul coup, comme s'il y avait un changement de perspective, certaines femmes décrivent d'ailleurs une mise en recul de tout ça. Elles se disent, mais finalement, ça a plus tellement de sens, ça me semble un peu futile. Toutes les petites disputes du boulot, toutes les petites futilités du quotidien qui sont liées à notre monde professionnel, pour tout le monde, mais finalement, ça paraît très lointain. Et ça fait partie aussi de la souffrance parfois du retour au travail, où on quitte cette espèce de parenthèse métaphysique très belle, des prémices de la vie, avec ce début de vie du nourrisson, pour revenir à un truc qui parfois est un peu médiocre, un peu futile, parfois pas, parfois ça peut être très très valorisant aussi le monde du travail, mais pour certaines femmes ça fait partie de la souffrance en tout cas. Ouais, et une majorité si on entend les uns les autres, apparemment c'est loin d'être gratifiant au début, quand on rentre
les pieds qui pèsent 1000 kilos chacun, hein, Catherine. Oui, c'est ça. Il y a pas. C'est très difficile en fait d'arriver autre. On change complètement quand on est parti en étant avant d'être une maman et tout d'un coup on revient avec un nouveau statut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le dire, appeler les collègues avant, leur envoyer un mail en disant écoutez, voilà, j'ai un peu peur. Enfin, pas un peu peur, mais en tous les cas, on peut rester en contact avec certaines collègues, etc. Leur dire que c'est compliqué, que on arrive petit à petit à reprendre un rythme, etc. Que je pense qu'il y a plein de choses au niveau de la parole, de la communication à faire avec pas tout le monde, mais avec 2 ou 3 personnes. De confiance un peu. Voilà, de confiance. Et je pense que quand on reprend le travail, c'est sûr que le statut a changé. On n'est plus la jeune femme qu'on était avant. Si on devient une maman, mais c'est pas la peine. Le travail, c'est le travail. Il faut séparer les choses. C'est pas la peine d'apporter. Tu as vu les photos de. Pas en faire trop, quoi. Voilà. Non, mais, c'est vrai que pour les si je me permets, moi, je crois surtout qu'il faut qu'en fait, chacun, nous, qui avons des collègues qui reviennent de congé mat, c'est à nous de changer. C'est pas tellement aux femmes qui sont en congé mat de changer, c'est à nous, collègues de ces femmes qui reviennent bosser. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui revient de congé mat, est-ce que ça va? Est-ce que on peut t'aider sur ce point? Est-ce que les nuits, ça roule? Comment? Soyons un peu humain, alors. Oui, non, mais vraiment, pour le coup, oui. Et pour le coup, ça changera de façon très concrète la vie de ces femmes-là. Ouais. C'est à nous de changer en tant que collègues, avant que de demander encore aux femmes de changer sur un énième truc, et voilà. Autre conseil sur la même lignée, en mode collègue, ambiance, savoir-être, sauf qu'il alors moi, je vais dire un truc un peu bizarre. Anna. Je vais dire, il faut savoir s'arrêter de travailler si ça va pas. Ah, nous y voilà. C'est très important. C'est-à-dire, il faut avoir, alors là, la Sécu va me détester, mais je pense qu'il faut avoir l'arrêt de travail très facile. Quand on est en retour de congé maternité, on l'a dit, le congé maternité est trop court, les femmes vont mal, et il faut s'arrêter avant d'aller très 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 mal. Donc vous sentez que ça va pas, que vous noyez, vous allez voir votre médecin généraliste, vous faites le point avec votre sage-femme, votre psychiatre, n'importe qui, pour vous arrêter. Tout à fait d'accord avec arrêt de très combien, important. Hugo Très important. Arrêt de combien? Ça peut être 2 semaines, 1 mois, mais il faut pas hésiter à faire 1 mois, 2 mois d'arrêt supplémentaire. Hein. Après, on revoit son médecin au bout d'1 mois, on voit un peu comment on se sent, mais il faut vraiment avoir l'arrêt facile dans cette période cruciale. Et si jamais on a l'impression de trahir un peu ses collègues, finalement on est dans un truc un peu de culpabilité, oh là là, mais je vais pas revenir à la bonne période de travail. Il y a trop de travail qui va m'attendre au retour, les collègues vont pas s'en sortir. Vous ne pensez pas vraiment à ça. Hein. Les gens, ils peuvent s'en sortir sans vous aussi. Mais ce qui est plus important dans cette période-là, c'est de penser à vous. Et donc, vraiment, l'arrêt de travail, il faut y aller. Il est rassurant quand il dit ça, Hugo Botman. Catherine, quand on a vraiment la tête dure et qu'on se dit le monde a tourné sans moi, mais comment ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, oui, mais ça veut dire que justement, tant qu'on a tellement besoin d'exister par rapport au regard de l'autre, à ce moment-là, il faut se questionner. C'est important de se questionner, de se dire, bon, peut-être que je peux consulter éventuellement si la personne a envie de consulter, en tous les cas d'être accompagnée. On peut pas, à partir du moment où on considère que l'entreprise ne nous voit plus, ne nous aime plus, ne prend pas en compte qui on est. Ça arrive souvent, ça. Oui, ça arrive très souvent, mais ça veut dire qu'on n'est pas déjà en relation avec soi-même. Quand on est en relation avec soi-même, comme dit Hugo ou Anna, s'il y a un problème, on se sent pas bien, effectivement, on arrête de travailler. On va se retrouver. On va prendre le temps de se reconnecter à ce que l'on est vraiment, à qui on est. C'est pas chercher du sens dans le travail, c'est chercher le chemin en soi pour reprendre quelque chose qui nous correspond de manière particulière, singulière. Chacun est particulier. Donc, si on veut reproduire trop de choses qui sont comme nos collègues, nos amis, etc., on va se planter. Ouais. Et la période périnatale, c'est aussi un moment de changement de travail. Hein, beaucoup de patientes qui réfléchissent sur des perspectives professionnelles. C'est vraiment un moment de transition dans la vie des femmes en général qu'on retrouve, où il y a des changements de carrière. Il y a 2 ans, c'est pas si loin. Assez important. Vrai. Je vais encore embêter tous mes auditeurs. Oh, ça y est, là qu'elle nous reparle de ça. Allez-y. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Même déjà pendant les vacances, souvent on s'en pose, mais c'est vrai que c'est une période, il doit se passer certainement beaucoup de choses dans le cerveau pour qu'on s'en pose autant. Anna, effectivement, des quêtes de sens au pluriel. Hein. Ah oui, non. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo. Il y a énormément de femmes qui, après avoir accouché, après avoir été en postpartum, qui veulent devenir sage-femme. Vous pouvez pas imaginer le nombre de messages que je reçois sur Instagram de femmes qui me disent mais ça y est, j'ai compris à quel point c'était un métier important, à quel point c'était un métier merveilleux et tout. Dites-moi, Anna, comment je vais pouvoir devenir sage-femme. En fait, c'est très compliqué, mais c'est dingue.
Le nombre mais d'ailleurs, il y a énormément de reconversions de femmes, des notaires, des avocats, etc., qui deviennent sages-femmes après avoir. Mais ça peut être sage-femme ou autre chose, hein, je veux dire. C'est courageux parce que c'est un parcours compliqué. C'est pas ce que je souhaite. Surtout aujourd'hui, enfin bref. Mais c'est assez rigolo. Comme quoi, effectivement, c'est peut-être le moment. C'est pas grave de se poser toutes ces questions parce que ça peut nous submerger aussi. C'est important de se poser toutes ces questions. Au contraire, c'est le seul moyen, en étant qui on est dans le moment et d'instant en instant, ça nous permet d'évoluer, d'être en lien avec ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde, effectivement, vous allez rire parce que c'est une question qu'on pourrait poser dans toutes les émissions. J'ai encore 1 minute 38, tout va bien. Dans un monde où qui est juché, en fait, finalement, d'injonctions contradictoires, paradoxales peut-être aussi, et surtout quand on a une femme aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'entre les super féministes, entre tout le contraire, donc j'ai oublié le nom parce que c'est américain, entre l'injonction à super bien s'occuper de tes enfants, à super bien bosser, à aller super bien, à être toujours souriante, à instagrammiser à tout bout de champ, c'est quelque chose à rendre. Tant qu'on va pas bien, tant qu'on n'est pas en relation vraiment avec soi-même, dans le sens qui on est, tel qu'on est, sans vouloir être parfaite, tel que ça se passe, etc. On est plein d'identités contradictoires. On a les identités qui viennent de la famille, de la société, des amis, etc. Et on veut essayer, comme on va pas bien, on veut essayer d'être aimé. On veut essayer d'être en lien avec toutes ces personnes qui ont l'air tellement formidables dans leur vie, tellement heureuses, etc. Donc, sur le plan biologique, c'est une fenêtre de plasticité, finalement, de plasticité cérébrale, qui fait aussi que ça crée cette espèce de condition cérébrale pour la quête de sens. Alors, vraiment, c'est un moment de quête de sens pour les femmes. Qui est assez important. Vous nous expliquez en 2 mots ? C'est-à-dire que c'est ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a vraiment un remodelage très important de toutes les connexions cérébrales. Et ces remodelages, ça participe aussi à ces nouvelles perspectives sur la vie, sur soi-même, sur son couple, sur la trajectoire de vie. Quelle partie du cerveau travaille ? Plein de parties, plutôt les parties préfrontales et les parties un peu centrales aussi, qui sont les systèmes limbiques. Préfrontal, c'est tout ce qui est devant au niveau du front et qui participe un peu à la génération de nos pensées les plus conscientes, c'est-à-dire des choses dont on a l'habitude, qui sont notre intimité psychique. Et puis il y a des modifications plus profondes sur des zones qui sont plus primitives, qui vont être liées par exemple à la reconnaissance des signaux du bébé, avec une sorte de cerveau qui va être surentraîné à reconnaître les cris du bébé. Et ça prend, je me souviens, beaucoup de place à la lecture de votre livre. Oui, c'est très très important, ça participe. Et c'est pour ça qu'on a l'air moins concentré et soi-disant un peu mieux. Et en fait, non. Ça, c'est pendant la grossesse, tout à fait. Et c'est des choses qui durent parfois jusqu'à 3 ans. Le postpartum dure 3 ans. Le livre d'Anna, en fait, sur le plan cérébral, c'est exactement ça. Un mantra nous est proposé par Rosie Vallant, si vous le permettez. On se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà pour Rosie Vallant et son mantra sur Radio Notre-Dame et RCF à l'heure où nous reprenons le rythme du travail. Peut-être êtes-vous concernés, mesdames et messieurs, et oui, qui accompagnez vos femmes, vos compagnes au travail par la main, comme un enfant qu'on emmène à l'école, j'en sais rien. En tout cas, Dieu sait qu'il en faut de l'entourage après un congé maternité. C'est difficile, il faut bien se le dire. Catherine Barry est avec nous, Hugo Botman et Anna Roy également. Je rappelle rapidement qui vous êtes. Catherine Barry, qui est thérapeute et journaliste, qui avait animé une émission sur le bouddhisme pendant longtemps sur France 2. J'ose être enfin qui je suis. Mes 20 chemins de transformation, et Dieu sait que c'est possible. Il y en a forcément un quand on sort de cette épreuve, même si c'est une naissance, que c'est une victoire, une beauté de la vie. Eh bien, ce n'est pas que cela, surtout aujourd'hui où on nous attend beaucoup au tournant. Je mets des pluriels à haut et tournant. Hugo Botman est avec nous également, psychiatre qu'il est à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui a écrit de son côté Dans le cerveau des mamans aux éditions du Rocher, qui est sorti l'an dernier et qui a beaucoup travaillé justement sur la prise en charge de la dépression justement chez les femmes qui ont accouché. Anna Roy est enfin avec nous, sage-femme, la star des sages-femmes si je puis dire, qu'on retrouve sur France 5, La Maison des Maternelles, et qui est également auteure du podcast Sage Meuf sur Europe 1, elle qui a longtemps travaillé également à la maternité des Bluets à Paris. Voilà qui est redit à cette 3e partie d'émission. Hugo Botman, vous avez une nouvelle à nous annoncer sur ce qui se passe dans les carrières et dans nos têtes. Entre 20 et 40 ans, c'est pas du tout la même chose. La grossesse, c'est vrai que dans les carrières féminines notamment, ça peut être quelque chose qui peut faire rupture. Parfois, on le sait socialement, dû au fait que nos sociétés sont pas encore tout à fait paritaires dans l'accès au travail, dans l'accès aux carrières à responsabilité, notamment pour les femmes qui ont des enfants. Et on sait notamment, alors c'est des chiffres quelques études qui ont montré que la période entre 25 et 35 ans, c'est la période qui est la plus à risque finalement en termes de difficultés liées au travail. Et c'est la période où les femmes ont
majoritairement où les femmes ont des enfants. Et c'est une période dans laquelle la grossesse et le postpartum peut aussi avoir peut entraîner des complications dans le rapport au travail, par rapport à la hiérarchie, etc. Donc les femmes qui ont des enfants après 35 ans, en général, c'est des femmes qui ont atteint des postes déjà avec des responsabilités parfois un peu plus déjà stables, avec une stabilité de l'emploi. Et c'est vrai que ça peut permettre aussi un peu plus de stabilité par rapport aux femmes qui sont plus jeunes dans leur carrière. D'accord, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Je pensais que oui, parce qu'il peut y avoir aussi s'y mettre un peu tard, si je puis dire, avoir des enfants un peu plus tard, au moment où la carrière commençait à s'envoler. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Catherine, Anna, qui veut répondre à cette question? Alors moi, on tape beaucoup sur les femmes qui ont des enfants assez tard, mais moi, je trouve qu'elles s'en sortent assez bien. Parce qu'en fait, merci Anna. Non, mais c'est vrai que souvent, en fait, elles font preuve d'une plus grande maturité, d'une plus grande distance. Ouais. Et en tout cas, moi qui ai eu mon premier enfant à 29 ans, j'en aurais un aujourd'hui à 37, je sais que je serais beaucoup mieux, beaucoup plus distanciée, beaucoup plus mettre les choses à leur place. À 29 ans, j'avais une espèce de fougue absurde à mon avis. Après la forme aussi. Oui, tout. Je pense que c'est pour ça qu'il faut être gentil avec les femmes qui ont des enfants tard, parce que je trouve qu'elles se débrouillent très bien, et parfois mieux. Donc, c'est très bien d'avoir des enfants à tout âge, mais en tout cas, elles méritent pas le sort qu'on leur fait. Le blâme. Et pour la question de est-ce que c'est mieux, est-ce que ça peut casser une carrière? Alors moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Effectivement, c'est marrant que les chiffres d'Hugo disent ça, parce que effectivement, de fait, une femme qui a 40 ans, souvent, elle sait là où elle en est, puis surtout, je sais pas, elle a moins peur peut-être aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple qu'une femme qui a effectivement 32, 33 ans. Ouais, 32, alors là, en plein milieu. Ça dépend des milieux quand même. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Catherine, en entreprise, c'est toujours très compliqué quand on est sur une carrière évolutive, de partir, de revenir, en n'ayant plus le même sens finalement de ce que représente une direction de personnes, de programmes ou autre. Ouais. Pour quand on vient d'avoir un bébé, c'est compliqué. On n'a plus envie toujours des mêmes choses. C'est aussi nos sociétés qui sont pas, sont pas totalement adaptées aussi. Ouais, et puis on devrait le prendre bien parce que je dis bof, mais en fait non, ça devrait être. Ça peut être une richesse dans l'entreprise d'ailleurs. La femme qui revient, qui a ce changement de perspective, ce nouveau sens dont on parlait professionnel, ça peut être aussi une richesse pour une vision managériale d'entreprise. Donc c'est des choses qu'on prend pas encore assez en compte en France. Dans les pays anglo-saxons et les pays du Nord, Suède, Danemark, c'est beaucoup plus pris en compte, notamment dans les côtés ressources humaines, de cette richesse, de l'expérience aussi de la maternité, qui donne un rapport différent à la vie, au travail. C'est vu comment là-bas en 2 mois? On a quand même beaucoup plus de femmes qui font des carrières professionnelles avec des grandes responsabilités politiques notamment ou dans le monde de l'industrie et qui ont des enfants, 3, 4 enfants sans aucun problème. En France, on sait que c'est beaucoup plus difficile. Ou en tout cas, c'est un parcours du combattant, c'est un double parcours du combattant pour les femmes. Et pourquoi en fait? Parce que on est moins Anna, c'est quoi, là, il nous faut un sociologue, je sais pas. Ouais, il nous faut un sociologue. Mais vous ressentez ça comme ça, Catherine, ou pas? Oui, moi je ressens ça comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter dans les entreprises, même quand on a des gros postes de direction, quand on revient avec un enfant. Ça me semble un peu évident ce que vous dites, mais c'est malheureux quand on entend Hugo. Finalement, on a peut-être un autre prisme à adopter. Je sais pas moi. Alors après, je crois qu'il y a des pays où il y a des crèches qui sont organisées à l'intérieur des entreprises. C'est déjà peut-être un peu plus. Ça veut dire qu'il y a une autre considération prise en considération de la femme qui vient d'avoir un bébé. C'est vrai qu'elle a peut-être plus envie non plus. Oui, on n'a pas les mêmes envies. Après, moi, je trouve, en tout cas, qu'en France, la vie familiale des gens, que ce soit hommes ou femmes, n'est pas assez prise en compte dans le travail. Non. Et en fait, parce qu'en fait, si vous réduisez les horaires de quelqu'un, en fait, vous avez tout intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, on s'aperçoit, il y a plein de femmes qui me disent, mais moi, Anna, en fait, mon travail, je l'ai fait en 5 heures. Mais après, je suis au travail et je fais acte de présence, alors qu'en fait, je pourrais être libérée. C'est une absurdité. Oui, mais ça, c'est, pour le coup, très fréquent. Et très fréquent. Et c'est pas intégré dans le roman même du CV, dans l'intégration finalement de cette richesse professionnelle. Mais ça va pas changer. Ça me fait toujours rire dans les congrès. Les congrès, les Américains, par exemple, les congrès de neurosciences, les Américains, au début du congrès, ils mettent leur CV avec leurs enfants, leurs chiens, leur vie familiale. C'est la richesse du truc. En France, faut surtout pas avoir de famille. Ça, c'est faux. Alors, je suis tout seul. Vraiment, je n'ai aucun enfant à charge. Tout va bien. Il faut cacher tout ça. Mais c'est ça fait partie du roman aussi, du storytelling, mais qui participe aussi à la richesse parfois qu'on a dans le rapport au travail. Et donc on parlait de sens justement. Ça donne quelque chose à la psychologie du travail. Oui, parce qu'on comprend mieux du coup la personne. Il y a des choses qui changent. Après, par exemple dans les entreprises, on sait très bien que quand... Et votre chat alors? Comment va-t-il? Moi j'ai jamais marqué tout ça sur mon CV, mais je me méfie. Mais en fait dans les entreprises, on sait souvent qu'une femme qui est enceinte et qui attend d'être nommée à un poste de direction, c'est mieux qu'elle le dise pas.
C'est vrai qu'on a tendance à... C'est quand même... De façon c'est fréquent. Spontanée, à le cacher, quoi. Je sais pas, à le faire comme si de rien n'était. Moi, c'est comme ça. On attend d'avoir la promo et après, on le dit éventuellement. Mais c'est ce qu'on voit. Le pire milieu, c'est le milieu médical. Et le milieu médical, donc sage-femme, médecin. Et infirmière aussi, c'est vraiment je ne vous terrible. Raconte pas. Il ne faut absolument rien dire, vraiment. Il ne faut vraiment rien dire. Hein. Ouais. Bon, c'est des choses qui vont changer, on espère. Vous disiez qu'elle ne toquait, que c'était les cordonniers les plus mal chaussés. Ah oui, vous disiez ça l'autre fois. Ça, c'est sûr. Alors, je sais pas ce qu'il en est pour les sages-femmes, en tout cas. Ah oui, tiens, les sages-femmes. Ah si, c'est des conditions de travail épouvantables. Et puis il y a aucune considération sur le fait qu'on soit enceinte, par exemple. Ou en postpartum, les gens s'en fichent, mais comme de l'an 40. Mais c'est même pas ça, c'est que vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Et à d'autres. Il y a un côté, non mais attends, on en a vu d'autres. Donc toi, tu te plains, t'es à 5 mois de grossesse, tu t'es. On revient à ce qu'on disait au début. Vous avez combien d'enfants, Anna 2. Vous êtes arrêté à un moment donné. Non, mais je vais peut-être m'y remettre. Non, on revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est dans le non-dit, c'est une espèce de banalité d'être enceinte qui fait qu'on n'en parle pas, que ça se dit pas, qu'on se plaint pas, qu'on dit pas qu'on a des doutes, qu'on regrette parfois aussi. Tout ça, ça se dit pas. Regretting mother. Ça, c'est une vraie tendance. Ça fait rire Hugo, mais n'empêche que ça existe. Vous voyez, c'est un sujet. On est dans les extrêmes, en fait. On a l'impression qu'il n'y a pas d'équilibre à trouver. C'est très étrange, cette sensation. Oui, puis il y a cette phrase qui nous pollue de dire la grossesse n'est pas une maladie, la grossesse n'est pas une maladie. On répète ça à tout bout de champ. C'est vrai que la grossesse n'est pas une maladie, mais c'est pas rien pour autant. C'est quand même un état de vulnérabilité, de fatigue particulière, de construction de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un truc fou, la grossesse. Un truc fou, et donc, c'est un truc vraiment fou. Et donc, non, une femme enceinte n'est pas une femme comme les autres. Il y a une fausse banalité de la grossesse. Voilà, que c'est banal. Exactement. Ça va. Rien se passer. Même à la maternité, on fait croire ça. Absolument. Je dis rien. Bon, bref. Non, c'est vrai. On est où pour le temps ? C'est qu'il reste encore 7 minutes, mais c'est parfait. Nous allons nous concentrer maintenant sur l'aspect technico-technique. Est-ce qu'il y a des petites choses à faire, Hugo ? Je pense que ça, vous en savez quelque chose. Vous y êtes certainement intéressé. Au niveau peut-être du droit ou au niveau qu'est-ce qui est permis ou pas ? Qu'est-ce qui est en tout cas préférable ? Qu'est-ce qui est à suggérer aux femmes qui préparent, donc qui sont des bonnes élèves, qui ont écouté l'émission, qui ont écouté les podcasts d'Anna et qui ont lu le livre d'Hugo Botman et celui également de Catherine Barry, pardon. Quand même, merci. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau, par exemple, de la hiérarchie ? Il y a des petites choses à faire ou pas ? C'est des petites choses qui peuvent arranger considérablement les choses après, quand on revient. Très difficile de donner des conseils généraux parce que vraiment, ça dépend du milieu professionnel, ça dépend du cadre, ça dépend de l'environnement. Il y a des cadres qui sont très favorisants, qui sont très agréables. Il y en a d'autres pour lesquels il y a une pression très importante, donc il faut bien sûr s'adapter à son milieu. Moi, je reviendrai plutôt sur ce qui se passe au niveau du couple. Ce qu'il faut vraiment préserver, c'est le sommeil. Des cycles de relais pour les femmes qui allaitent. On sait que l'allaitement, c'est très très beau l'allaitement. Et il existe aussi des femmes qui viennent. Moi, ça m'a énormément aidé. Moi, qui étais un peu seule. Voilà, les auditeurs commencent à le savoir. Et ils étaient très heureuses de savoir qu'il y avait. C'est une amie qui m'avait suggéré cela. Maintenant, ça commence à se répandre un peu. Des sages-femmes, soit à la retraite, soit qui ont besoin de sous, et qui viennent vous aider la nuit. Dans votre maison. Tout à fait. Elles passent la nuit chez vous, elles repartent le lendemain et ça vous permet de dormir. Et ça, je l'ai découvert trop tard, mais Hugo Botman, certainement que vous connaissez. Oui, tout à fait. Et puis alors, ce relais de sommeil est le plus important. Et puis sur le plan du travail, c'est très important aussi de pas y aller trop tôt et de s'écouter. Je pense qu'il y a un équilibre très important et parfois peut-être les femmes s'écoutent peut-être pas assez dans cette période où se disent voilà, je me sens un peu coupable de pas retourner au travail. Non, il faut s'écouter, il faut vraiment se laisser le temps. Le travail se passera de vous. Exactement. Et moi je dirais aussi, j'ajouterais attention au harcèlement. Le harcèlement est assez fréquent au travail. Le harcèlement au travail est assez fréquent au retour de congé maternité ou pendant la grossesse. Tiens donc. Et là, il faut pas accepter ça ni de près ni de loin. Ça se présente comment ? Vous pouvez avoir des remarques désobligeantes, des changements de poste, etc. Soyez très attentive à ça. Et ça, vraiment, je vous renvoie vers le livre d'une avocate qui s'appelle Elise Fabing, où elle raconte tout ça. Et je trouve que c'est vraiment important de pas tolérer ça. Pour le coup, ça va faire changer les mentalités. C'est quoi le genre de phrase du style c'est des mises au placard. C'est non mais tais-toi. Enfin franchement, t'es enceinte, ça va. C'est pas la mer à boire, quoi. Ouais. Avec une femme qui vomit 4 fois par jour, par exemple, etc., etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment non, quoi. Et je pense que, alors c'est vrai, on est une génération un peu pionnière, mais il faut ne plus accepter ces comportements sur le lieu du travail. Ce n'est pas tolérable. Et en fait, il y a des recours en justice possibles. Vraiment, maintenant, les avocats, les magistrats, tout ça, ils sont beaucoup plus sensibles. Donc, c'est le moment de plus accepter ce genre de situation. Ouais, évidemment, par exemple, les patrons ou on imagine qu'il y a certaines entreprises qui disent encore, ça y est, encore une enceinte. J'aurais pas dû la nommer à ce poste. Enfin, on imagine ce genre de phrases et du coup, qui font payer après le prix aux fameuses dites salariés. J'imagine. C'est un peu comme ça que ça se passe. Ouais.
Catherine, qu'est-ce qu'on peut faire à ça finalement? Par rapport c'est toujours pareil. Je pense que dès qu'on voit que ça va pas, parce que quand on a ce genre de réflexion, on est complètement désespéré. Il y a toujours une solution. J'ai l'impression que c'est ça que vous êtes en train de dire. Je pense qu'on a en soi des ressources que l'on peut trouver. C'est jamais foutu. C'est jamais foutu, heureusement. Sinon, autant, je sais pas, qu'il y a une catastrophe nucléaire tout de suite et que l'humanité, voilà. Non, c'est jamais foutu. Je pense qu'il est jamais trop tard pour s'occuper de soi, pour prendre en compte ce que l'on ressent. Une femme enceinte et après à la reprise du travail, on a le droit de ne pas aller bien. On a le droit d'avoir des relations particulières avec le bébé, avec le couple, dans le couple avec le conjoint, avec le travail. Les choses changent. On est dans un processus de transformation. On est au cœur de la vie. C'est un mouvement. Donc, mais ça se travaille, ça se prépare. Il y a quelque chose qui est, alors c'est peut-être très, je dirais occidental, peut-être assez français en tout cas, d'avoir l'air. Là, je pense à certains de mes amis. Ah non, mais attends, faut surtout reprendre le boulot. Je pense à mes nièces, petit clin d'œil, je ne citerai pas, mais quand même, qui nous disent les petites vingtenaires. Ah non, mais attends, évidemment que je vais reprendre le boulot, je veux pas être de ces femmes au foyer, qu'est-ce que c'est que ces histoires, etc. Jamais de la vie. Et du coup, mais en même temps, qui s'auto-épuisent dans ce système infernal de vouloir tout gérer et en même temps ne rien gérer, en fait. Parce que on est dans une société de consommation, de paraître, de déni. Donc, on est dans des sociétés qui consomment beaucoup de choses et on consomme des méthodes pour aller mieux. Mais les méthodes pour aller mieux, elles sont complètement codifiées. Elles ne parlent pas à la personne en particulier. On ne se sert pas des leviers de chacun. Et ça ne peut pas marcher. On pense le début du problème, ça va pas, etc. Et on regarde quelle méthode va nous permettre d'aller mieux rapidement. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est un processus du temps. Il faut prendre du temps. Avec Catherine, on prend son temps. On prend du temps et on laisse faire et on est heureux parce qu'on trouve en soi les ressources pour aller mieux. Sur un chemin. On prend son temps. Voilà, c'est pas l'autre qui nous impose quelque chose. L'autre ne fait qu'éclairer un chemin qui est là et que l'on ne voit pas. Qu'est-ce que vous répondez à ces femmes vingtenaires, notamment? Sur le plan sociétal, déjà, il y a quelque chose aussi à faire et qui peut redonner la parité et puis permettre aussi que les choses se passent un peu différemment. C'est le congé paternité. Le congé paternité, c'est 25 jours en France, un calendaire. C'est très court. Et déjà, pouvoir allonger ce congé paternité ou pouvoir faire que le congé parentalité soit quelque chose d'un peu global qui peut se partager entre les parents avec des périodes différentes, peut-être, de reprise de travail, etc. Question. Alors, merci. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Oui, mais que répondez-vous à ces femmes, justement, qui se sentent mal jugées ou c'est une espèce de pétition de principe qu'elles se mettent dans le cerveau en disant non, mais attends, je peux avoir l'air de ces femmes au foyer. Non. Alors, il y a peut-être cette peur du jugement, puis il y a des femmes aussi qui adorent leur travail, qui ont besoin aussi dans leur développement personnel, surtout dans les périodes entre 20 et 35 ans, là, de reprendre assez vite le travail, de se remettre dans cette perspective-là. L'équilibre et le choix de la femme, le désir de la femme, c'est ce qu'il faut écouter en premier. Si elles se sentent prêtes à reprendre, il n'y a pas aucun problème pour qu'elles reprennent après son congé de maternité. Le postpartum dure 3 ans, Anna Roy, on terminera comme ça. Non, mais ça, c'est vrai. On prend vraiment conscience quand même. Oui, qu'on part sur un marathon. C'est un reset heureux dans l'existence. Il y a des resets malheureux dans l'existence. Ça, le postpartum, c'est un reset heureux. Vous avez la possibilité de revoir votre existence à l'aune d'un nouveau vous. Profitez-en, c'est génial le postpartum. C'est éreintant, mais c'est génial. Oh, on ressort 10 fois meilleur. Moi, j'adore le postpartum. Je trouve que les femmes ressortent extraordinaires. Non, mais c'est vrai, les femmes ressortent extraordinaires. Mais c'est vrai que ça secoue sec. Eh bien, merci Anna Roy. D'ailleurs, votre livre, Le postpartum dure 3 ans. Le Sage Meuf, en tout cas votre podcast en attendant sur Europe 1, Hugo Botman dans le cerveau des mamans et Catherine Barry-Josette qui je suis. Merci mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et bon courage à toutes les femmes qui nous écoutent.